Assis en tailleur, comme ces moignons, sur des nattes recouvertes d'un tapis multicolore, j'attrape des crampes. Alors je me lève. Nous sommes au monastère de Karcha. Fondé entre le Xe et le XVe siècle, il appartient à l'école des Gelugpa, les bonnets jaunes. Je n'assisterai pas à toute la puja, vu que le jour a commencé à pointer le bout de son nez et que la nuit fut courte pour moi, ainsi que pour Marie-Josée, Béatrice et Jean-Claude, mes compagnons de voyage. Le monastère a subi d'importants dégâts suite à la neige tombée en abondance l'hiver dernier. Une partie des bâtiments et la cour intérieure ont été endommagés. Partis très tôt de chez eux, hommes et femmes sont déjà à pied d'œuvre pour remettre en état les murs détruits par l'usure du temps. Nous recroisons M. Sunil Kumar et en profitons pour lui poser quelques questions. Je viens de Lumbini et j'ai 50 ans. Mes 2 enfants sont restés avec leur mère au Népal. À raison de 10 heures par jour, je transporte 50 à 70 kilos de pierres sur mon cacolet et je gagne l'équivalent de 6 francs 50, même en hiver. Le jour où je retournerai au Népal, je demanderai à ma femme, que dois-je faire? Rester ici ou repartir? Si elle me demande de rester, je resterai. Dans le cas contraire, je repartirai. Un petit tour de moulin à prière pour s'encourager, car la journée est loin d'être terminée. Nos pas nous mènent en direction de l'Astang, vers de nouvelles rencontres. Pour les enfants, il est temps de prendre le chemin de l'école. Certains ont la chance d'être accompagnés par leur grand-maman, qui est trop fatiguée pour travailler dans les champs. Dès lors, c'est elle qui s'occupe des tout-petits. Le maître est également à pied. Dans ces hautes vallées, il faut souvent marcher de nombreux kilomètres pour rejoindre l'école, car les routes sont rarement carrossables. À chacun son occupation, l'école pour les enfants et la construction de bâtiments pour les hommes. Dans les nouvelles bâtisses, le béton est fréquemment utilisé. Toutefois, au Ladakh, il n'a pas supplanté l'utilisation de la terre. Bien des constructions actuelles sont encore réalisées en adobe. Il s'agit d'un mélange d'argile, d'eau et de débris végétaux comme la paille, les copeaux de bois ou d'autres matériaux. La reconstruction n'est pas que l'affaire des hommes. Les femmes y participent aussi. C'est un vrai travail collectif, tout comme l'entretien des bis
qui est une corvée indispensable pour la survie des cultures, des animaux et bien entendu des familles. Une bonne gestion de l'eau est le résultat de connaissances pratiques qui remontent à des centaines d'années. Il est toutefois déconseillé de boire de cette eau, même si elle provient des glaciers. Les villages de montagne sont bien souvent installés au bord de ruisseaux. Les habitants s'organisent en aval pour y faire leur vaisselle et leurs toilettes. Pour le thé et la cuisine, l'eau est prélevée à un endroit bien précis, vers le haut du canal. Mais le moulin à prière suffira-t-il à sauvegarder cette providence vieille de plusieurs siècles? Ici, la population s'en remet aux divinités, car sous ce ciel radieux pèse une lourde menace. La fonte inexorable des glaciers, dont une partie a déjà entièrement disparu. À Schilling, appelé le pays du dehors, je suis attiré par un léger martèlement. Mais avant, un peu d'histoire. Le roi Sengye Namgyal a fait venir du Népal des hommes pour bâtir le palais de Ché. Une fois les travaux terminés, les Népalais ne sont pas repartis. Alors le roi les installa en ce lieu où ils ont transmis leur savoir-faire en matière de cuivre. Je me retrouve chez l'un de ces hommes qu'on appelle Xermgar, ce qui signifie « ceux qui travaillent l'or », bien qu'aujourd'hui, ils ne façonnent plus que le cuivre et l'argent. J'ai besoin de 15 jours pour exécuter le grand et le même temps pour le petit car il est plus difficile à réaliser en raison de sa taille. J'exécute les becs moi-même, je ne les achète pas. Mais à l'heure actuelle, je ne prends plus de commandes car les gens qui viennent me voir ne peuvent plus attendre 15 jours. Alors je réalise des modèles et si ça leur plaît, ils les achètent. Autrement, tant pis. Aujourd'hui, les gens me connaissent bien et se déplacent jusque chez moi. Quand j'étais plus jeune, j'allais vendre mes ustensiles au marché. Maintenant que je suis âgé, des trekkers de passage viennent acheter des objets. Assis en tailleur depuis mon enfance, je souffre du dos et me déplace avec difficulté. Lorsque je ne pourrai plus travailler, ce sont des cousins auxquels j'apprends le métier qui prendront la succession car je n'ai pas eu d'enfant. Comme bien des vallées, aucune route ne la prolonge. Nous sommes obligés de faire demi-tour et repartons en direction de Lastang. Cette nouvelle voie est un vrai miracle. Non seulement parce que sa construction fait suite à l'intervention d'un Rinpoché qui a su convaincre les habitants de céder leurs terres, mais aussi parce que son tracé a dû s'adapter à une topographie extrêmement abrupte et instable. À Lastang, nous retrouvons l'école. J'apprends que le maître de classe, M. Tashi Tsering, a fait ses études avec Sonam. Cet homme racontera plus tard qu'il a perdu 2 de ses enfants dans une avalanche. Âgés de 5 et 7 ans, ils sont décédés sous les yeux de leur mère. En raison du multilinguisme, les langues enseignées sont le bodhi, l'ourdou, le ladakhi et l'anglais.
un bagage indispensable pour les enfants qui veulent s'en sortir. La concentration est de mise. Elle fait partie de l'apprentissage de la connaissance. Notre voyage nous conduit à changer souvent d'altitude et de vallée. En contrebas de celle-ci, la récolte de l'avoine a commencé. Toutefois, le manque de travailleurs masculins oblige les femmes à assumer des fonctions et des responsabilités nouvelles. On parle d'une féminisation de l'agriculture de montagne. L'exploitation traditionnelle est remise en question car les femmes ne sont pas préparées à affronter cette lourde charge. Ici, la culture est aussi variée que les ethnies et les religions. Différentes ethnies bouddhistes et musulmanes habitent le Ladakh, qui est également une terre d'asile pour de nombreux réfugiés tibétains. À l'ère de l'inévitable mondialisation, nous assistons à un intérêt croissant du public pour les communautés traditionnelles, dont les coutumes ont traversé les siècles. Peu influencées par l'extérieur, elles ont en effet pu préserver l'unicité d'une culture fortement respectueuse de la nature. Plus haut, à environ 3000 mètres d'altitude, la récolte sera plus tardive, notamment pour les tomates, haricots, petits pois, fenouils, raves, choux et bien d'autres légumes. La communauté ethnique Drokpa habite plusieurs villages de la partie nord-ouest de la vallée de l'Indus, l'une des régions les plus isolées et inaccessibles de l'Himalaya d'Ardes. Les Drokpa constituent une communauté indo-aryenne. Ils appartiennent au groupe d'Ardes et sont soupçonnés de faire partie des premiers colons au Ladakh. Contrairement à la plupart des tribus d'Ardes qui se sont converties à l'islam au XIVe siècle, ils ont conservé leurs croyances animistes traditionnelles Drokpa, fondées sur l'adoration de leurs ancêtres et de la nature, les montagnes, les fleurs, l'eau et l'esprit de la terre. Les hommes s'occupent des arbres fruitiers, comme ce villageois qui pratique une greffe par implantation sur un abricotier. Avec le fruit chargé de soleil, ils font des crèmes bienfaisantes pour le visage des femmes. Le consommer donne de l'énergie pour gravir les chemins escarpés de ces vallées. Un vrai régal. Sur la route qui relie Leh à Kargil, plus exactement au marché de Kalchi, nous retrouvons les abricots, mais séchés cette fois-ci. Les villages sont totalement isolés pendant plus de 6 mois et les activités agricoles sont stoppées par le froid. L'existence des habitants dépend de l'agriculture, à laquelle ils consacrent les mois de juin à septembre. En hiver, les légumes sont importés par avion dans la capitale, ce qui multiplie leur prix par 3. Mais ces denrées ne sont pas acheminées jusque dans les villages reculés. Traditionnellement, l'agriculture était au centre de la vie. Actuellement, ce moyen d'existence est relégué au second plan, car les nouvelles générations préfèrent se tourner vers des activités moins pénibles et plus rentables. Les jeunes des montagnes voient leur avenir en ville, tandis que les citadins le rêvent à l'étranger.
Les achats terminés, chacun s'en retourne chez lui, souvent en bus, parfois en scooter, quelquefois en jeep, et de plus en plus rarement à cheval ou à pied. Les routes se multiplient et le temps des caravanes appartient bientôt au passé. Dans la vallée de l'Indus, j'apprécie ce paysage austère et surtout le silence. Enfin, presque. Le hasard fait que nous rencontrons la tante de notre chauffeur. Sonam Dolma revient elle aussi du marché, chargée de 2 sacs de 50 kilos, l'un de riz, l'autre de farine, ainsi qu'un jerrycan de pétrole. Sa maison est sur l'autre rive. Afin d'éviter un long détour jusqu'au prochain pont, elle utilise ce moyen de transport rudimentaire, mais efficace. Nous avons récupéré notre chauffeur sain et sauf. Si un accident s'était produit, qu'aurions-nous fait? Aller à l'hôpital. Mais où? À des kilomètres d'ici, sans compter l'attente infinie. À Padoum, 2 médecins de grande renommée viennent une semaine par année pour prodiguer des soins et enseigner. Médecine traditionnelle ou occidentale? Le gouvernement indien est sur le point de reconnaître officiellement la médecine Amchi. Cette pharmacie contient plus de 400 plantes, graines, cailloux et bien d'autres amulettes. Les principales maladies aux Zanskar touchent les articulations à cause du froid, les problèmes de cœur dus à l'altitude et une trop grande consommation de thé au beurre. Le cancer se manifeste aussi, en moins grand nombre que dans nos régions, mais tout de même en augmentation. La poussière en serait la cause. La patience et l'endurance, ils connaissent. Les métiers comme le travail du métal, la peinture, le tissage et la sculpture sur bois sont encore largement répandus.
Chez Dorje et fils, la formation des apprentis sculpteurs est gratuite. L'apprentissage dure 2 ans et 3 mois. Chaque jeune reçoit 3 repas par jour et parfois un peu d'argent de poche, nous déclare le fils du propriétaire. Et il ajoute fièrement « Mon père a fabriqué plusieurs trônes pour le Dalai Lama. L'exécution d'un seul lui a valu 2 mois et demi de travail avec les apprentis. Il en a également réalisé d'autres pour les monastères de Lé, Rizong, Lamayuru, ainsi que pour des maisons particulières. L'un des derniers date de 2006, lorsque le Dalai Lama a transmis son enseignement à Choklamsar. Les monastères sont depuis toujours des lieux d'apprentissage et sont encore souvent aujourd'hui les seuls lieux dispensant une éducation de base de la tradition religieuse, surtout dans les vallées reculées. Les jeunes moines ne reçoivent pas seulement cette éducation, mais aussi un enseignement moderne de base. En plus de mémoriser les prières et les textes des rituels, ils apprennent à jouer des instruments de musique. L'enseignement prodigué aux moines, qu'ils soient grands ou petits, garçons ou filles, est important. Comme ici, au Tardot Schöling Nunera Rizong. Les jeunes filles arrivent à l'âge de 5-6 ans, et parfois davantage. Elles sont issues de familles pauvres qui ne peuvent payer leurs études. Le monastère compte 2 enseignantes pour 30 élèves. Une discipline stricte y est pratiquée. Lever à 5 heures et coucher à 22 heures. Après 5 ans de vie monastique, la nonne prend soin des plus jeunes, puis certaines sont envoyées à Dharamsala et même au Népal pour parfaire leur éducation. Elles peuvent devenir médecins, ingénieurs, enseignantes ou fonctionnaires. Au cours de leur formation, elles apprennent l'anglais, la philosophie, les sciences, le body, l'hindi et la cuisine aussi. Mais pour l'instant, la corvée du bois est prioritaire. La marmite a besoin de bouillir. La cuisine. Eh oui, déjà midi. Il est vrai qu'un petit creux commence à se faire sentir. Et surtout lorsque l'on est un jeune écolier. Les menus sont peu variés. Mais si vous aimez le riz... Quant à notre repas, l'ingrédient de base fut le même. Du riz, avec une sorte d'épinard du jardin. Mais en plus, des raisins secs, des noix de cajou, des carottes, du chou, du tofu en sauce curry, des œufs cuits durs et des haricots rouges. Un vrai festin. Et si on faisait le tour des cantines Ladakhi? Pour commencer, à la nonnerie de Changshup Schöling, où nous sommes, puis celle des jeunes moines du monastère de Lamayuru. Je vous laisse découvrir les menus de chacune. À la stang, on me présente la carte des menus de la semaine. Cela parle de riz et encore de riz, mais pour aujourd'hui, amélioré d'un légume. Souvenez-vous, jeudi, des patates vendredi, des patates samedi, des patates aussi. Et le dimanche, jour du Seigneur. après ces repas frugaux, nous sommes de retour à la nonnerie de Changshup Schöling, où l'enseignement a repris son cours.
Au monastère d'Emis, le plus grand du Ladakh, le festival dédié à Padmasambhava bat son plein. On y célèbre le fondateur du bouddhisme tibétain. Ces danses sont destinées à vaincre les opposants à la doctrine de Bouddha et de surmonter les obstacles intérieurs. Emis est le reflet de la culture bouddhiste qui exhorte l'harmonie malgré les conditions climatiques éprouvantes auxquelles les Ladakhis sont confrontés. Des rituels sont accomplis, une offrande maléfique est offerte aux divinités, alors que les danses rituelles, ou chams, font la joie de tous les villageois venus en nombre. À Phiang, c'est au son des daman et des surnas, respectivement tambours et hautbois, que nous sommes invités à partager une chang de fabrication maison. Il s'agit d'une bière d'orge que l'on boit dans tout le Ladakh. Très rafraîchissante, elle est la bienvenue. Les fêtes de village donnent lieu à des danses et des concours animés. Le tir à l'arc en fait partie, et c'est l'un des sports les plus anciens du Ladakh, qui permet aux équipes de différentes vallées de se mesurer. Le tir à l'arc est un symbole de la puissance génératrice du printemps. Il y a deux groupes. Lorsque l'un des groupes perd, il doit payer 5 roupies à chaque archer de l'autre groupe. Ainsi, s'ils sont 20 joueurs, le groupe perdant doit payer 20 fois 5 roupies, soit la somme importante de 100 roupies. Les deux groupes sont issus d'environ 40 à 45 familles, mais elles ne représentent pas toute la population du village.
loin du tumulte. Il en aura fallu du temps et de la patience aux moines du monastère de Spituk pour réaliser le mandala. Sa confection est en elle-même une pratique spirituelle. L'offrande des tormas est un geste d'humilité. Ils sont confectionnés avec un mélange de beurre de yak et de farine de couleur. Tout à côté, d'autres moines méditent et prient pour stimuler l'esprit d'éveil et bénir le mandala qui sera offert à Bouddha et à l'univers. Le mandala sera ensuite détruit et les poudres colorées seront jetées dans la rivière proche à l'intention d'une divinité. Œuvre éphémère, le mandala rappelle que tout acte humain est passager. L'hospitalité des peuples himalayens n'est plus à démontrer. Elle est toujours accompagnée du thé au beurre de yak. Quiconque n'a pas goûté à la nourriture et aux boissons locales ne peut se faire une juste idée de cette coutume traditionnelle. Partager un thé avec ses hôtes constitue une véritable marque de respect à l'égard de ces peuples. Chacune, chacun s'est mis sur son 31. C'est la fête. Sa sainteté, le Rinpoché Holiness Gyalvang Drukpa du monastère d'Emis, est attendu pour une prédication. Les fidèles lui ont fait savoir qu'ils souhaitaient que ses visites soient plus fréquentes. Mais il répondra que ses voyages l'accaparent. Emporté par la foule, comme dans la chanson, je me retrouve dans la salle et prends la mesure de la ferveur. Priez, dit le Rinpoché. Priez et ne soyez pas égoïstes. Priez pour les personnes âgées. Priez et prenez soin des autres. Priez, car les jeunes pensent que la prière, c'est pour les vieux. Au moment de la communion, une collation est offerte sans aucune distinction. Sa sainteté, Gyalvang Drukpa, est la 12e réincarnation de la lignée Drukpa. Il est né dans le nord de l'Inde, au lac Revalsar, le lac du lotus, un lieu sacré pour Padmasambhava. Il est toujours accompagné d'un garde du corps pour une bonne et simple raison que l'adjectif Rinpoché signifie littéralement précieux.
Cette ferveur est encore très présente dans tous les monastères. À Karcha, les moinillons endurent une journée entière de prière, alors qu'à leur âge, je ne pouvais supporter une seule heure de messe. Je la trouvais horriblement longue. Mais certains voyageurs affirment que l'Himalaya conduit davantage au ressourcement et à la paix intérieure que bien d'autres régions du monde. La journée touche à sa fin, et dans la nuit naissante, une mélodie me parvient. Les Nyopa, guides spirituels de la communauté, sont allés chercher la fiancée dans sa famille, l'occasion d'un périple qui a duré plusieurs jours. Ils sont les champions du chant et de la boisson. Même ivres de Chang, ils ne loupent jamais une strophe. Arrachée aux siens, la future mariée va retrouver son fiancé. J'aurais aimé faire sa connaissance, mais elle dissimula son visage sous les kataks, les écharpes porte-bonheur. Alors à toi, cher inconnu, tel un présent, je te dédie cette journée passée à contempler le toit du monde.